Excusez-moi, je n'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, mais le micro va aider. Donc moi, je suis médecin physique et de réadaptation, MPR. En général, les gens ne connaissent pas cette spécialité, mais là, on a un public averti. Peut-être que ça vous est un peu plus connu. Et donc, je m'occupe en grande partie de l'enseignement et de la sensibilisation sur le handicap à la faculté de médecine. En réalité, j'ai hérité de pas mal d'enseignements et j'ai de mon côté essayé aussi de développer ça, bien évidemment, vu ma spécialité et donc ma sensibilité. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous faire un état des lieux de ce qui est fait aujourd'hui à la faculté de médecine de Reims pour la sensibilisation et l'enseignement de la prise en charge des personnes en situation de handicap et peut-être de réfléchir aux points d'amélioration. Il y en a énormément, bien évidemment. Alors, voilà, j'ai fait un petit rappel quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il y a la spécialité de médecine physique et de réadaptation versus les autres. Pourquoi je fais une différence ? Parce qu'en fait, les spécialistes, les médecins, sont centrés sur la maladie. Je dois diagnostiquer une maladie et donc soigner la maladie. Et c'est l'apprentissage qu'on fait à nos étudiants qui est au cœur de leurs préoccupations. La préoccupation de nos étudiants, c'est comment je vais soigner les gens. Et ce qui est tout à fait adapté. Quand on est médecin physique et de réadaptation, on n'est plus centré sur la maladie, on est centré sur la fonction et donc sur la possibilité de participation du patient dans la vie quotidienne, en d'autres termes, sa qualité de vie. Bien évidemment, toutes les spécialités ont cette préoccupation que les patients soient heureux, tous les médecins, tous les soignants, tous les docteurs, parce qu'on est tous docteurs, qu'on soit médecin ou dentiste de fait, ou philosophe pour certains. On veut la qualité de vie de nos patients, mais la préoccupation et la voie d'entrée des spécialités médicales en général, c'est la maladie et comment je la soigne ou comment je la préviens. Nous, on est centré sur la fonction, ce qui change un petit peu notre point de vue. Et donc, on a une orientation des objectifs qui sont formulés différemment, même si bien évidemment, on a un cœur commun. Et dans tout ça, il faut replacer la personne en situation de handicap dans le soin et dans la fonction et dans la prise en compte de toutes ces dimensions. Alors, qu'est-ce qu'on sait en termes d'enseignement pour les étudiants en santé? Il y a eu des recherches qui ont été faites. Globalement, il y a notamment une méta-analyse de 2017 de mémoire, 2012 pardon, elle est un petit peu vieille celle-là, mais il y a d'autres études un peu plus récentes, 2021. On sait que si on regarde, il y a des questionnaires qui peuvent regarder quelle est la sensibilité, quelle est l'attitude, c'est attitude le terme, en tout cas anglais, donc on peut le traduire comme ça en français, des personnes face aux personnes en situation de handicap. Et quand on compare ce qui est vu dans ces questionnaires chez des étudiants en santé, donc pas que médecins, il y a aussi dentistes, il y a aussi pharmaciens, il y a aussi kinésithérapeutes par exemple, et on voit plutôt une attitude favorable, c'est-à-dire qu'en comparaison à la population générale, on serait peut-être un peu plus favorable, un peu plus dans des dispositions positives. Mais pour autant, il reste une peur et un inconfort qu'on retrouve dans plusieurs études dans cette approche-là. Et pourquoi cette peur et cet inconfort ? Il y a le manque de connaissances. Comment on fait pour s'occuper de ces personnes-là ? Parce que finalement, elles ne sont pas comme les autres et elles ne sont peut-être pas comme on a appris exactement. Et le manque d'expérience qui va bien évidemment avec. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve face à un tétraplégique. Qu'est-ce que j'ai le droit de lui demander ? Qu'est-ce qu'il est capable de faire ou de ne pas faire ? Et comment je vais m'en sortir ? Et en fait, cette anxiété, cette peur, cet inconfort va créer une barrière qui va empêcher d'aller dans le soin, bien évidemment. Donc c'est ça l'enjeu, c'est de casser cette barrière, probablement par l'apprentissage, par l'apport d'expérience et par l'apport de connaissances. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la formation obligatoire médicale ? Le professeur Léon, tout à l'heure, en parlait pas mal. Qu'est-ce qui est fait dans les autres facs ? Qu'est-ce qui est fait chez nous ? En fait, il y a une grande variation, bien évidemment, en fonction de ce qui peut être optionnel et de ce qu'on peut ajouter dans l'enseignement. Qu'est-ce qui est obligatoire ? Finalement, en premier cycle d'études médicales, il y a quand même le mode de vie du patient. Ça reste se poser la question de la fonction et de quelle est sa vie et de qu'est-ce qu'il fait, et notamment de son autonomie. Mais ça, en fait, on voit très bien que les étudiants en premier cycle d'études médicales, ils sont assez concentrés là-dessus parce que ça leur parle. C'est assez facile comme question. Est-ce que vous êtes marié ? Est-ce que vous avez des enfants ? Comment est votre maison ? Qu'est-ce que vous arrivez à faire ? Quels sont vos loisirs ? Ça les préoccupe au début. Et puis après, ils sont happés par tous les besoins de connaissances médicales. Et puis au fur et à mesure des formations, on oublie et ça disparaît des observations de médecins. Nous, on le voit beaucoup en MPR. Donc médecine physique et réadaptation, où on reçoit tous les patients qui ont des conséquences handicapantes de leur maladie,
des déficiences et des incapacités, enfin des limitations d'activité, pardon, c'est l'ancienne CIF. Et on voit très bien que dans les observations de nos collègues, il n'y a plus le mode de vie. On a soigné un malade, on ne voit plus trop une personne. C'est un malade et sa maladie. L'histoire de la maladie prend 4 pages par contre. C'est assez important l'histoire de la maladie. Mais l'histoire du patient, moins. C'est pas qu'ils ne s'y intéressent pas, c'est qu'ils sont happés par autre chose. Et en deuxième cycle des études médicales, il y a un peu d'enseignement de MPR. C'est la seule voie un peu d'entrée, vraiment, on pourrait dire, handicap. Alors le terme handicap, on ne l'utilise pas beaucoup, nous, en MPR. On est sur la classification internationale du fonctionnement. Donc on parle de restriction de participation. C'est un mot qu'on utilise peu, mais en enseignement, bien évidemment, on le dit parce que c'est ce qui parle. Il n'y a pas grand-chose. C'est pas très vendeur, en fait. C'est des items qui ne sont pas très intéressants. Donc ça ne donne pas hyper envie de s'y intéresser. Ça, c'est pour ce qui est général. C'est par exemple complication de l'immobilité. Honnêtement, moi, je trouve ça, c'est un enseignement que j'aime pas faire. Je trouve ça pas du tout intéressant. Et c'est le cas de nos étudiants. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place à la faculté de médecine de Reims pour essayer d'améliorer les connaissances, d'augmenter les expériences? C'est le sujet. Donc, dans le premier cycle des études médicales, donc les 3 premières années, on a mis en place des simulations formatives. La simulation, c'est une méthode pédagogique qu'on utilise de plus en plus. On est un peu en retard en France par rapport à d'autres pays, mais c'est un mode de formation qui est très intéressant et très apprécié des étudiants, qui n'est pas très facile à évaluer dans la pratique quand on cherche à savoir est-ce que les étudiants ont bien appris, ont acquéri des connaissances ou des compétences par la simulation. On est souvent biaisé par le fait qu'ils aiment bien ça. C'est sympa, en fait, la simu. Il y a plusieurs types de simulations. On en reparlera, la simulation formative et la simulation évaluative. Donc, en fait, on fait de la simulation formative pour toute la promotion. Donc, tous les étudiants ont cette formation. C'est par groupe de 10 à 12 étudiants. Donc, on a pas mal de groupes à enchaîner. On leur propose 3 situations avec des acteurs ou des personnes bénévoles patientes standardisées qui viennent faire le patient. Il y a une situation de simulation qui est une consultation avec une personne en handicap cognitif. C'est une personne en fait qui a une déficience cognitive avec on va dire une déficience légère à modérée. Et qui a une entorse de poignet. Il faut lui expliquer le traitement. Comment on fait pour expliquer le traitement à ce patient-là? Et donc, on leur donne des clés. La simulation, ça veut dire, on leur dit, voilà, tu es externe aux urgences, tu as vu ce patient, voilà la conduite à tenir pour lui, il faut que tu ailles lui expliquer. Et l'acteur joue son rôle. Et après, on redébriefe pour voir quelles sont les clés, comment on fait pour vérifier qu'il a compris, comment on peut s'adresser à lui et qu'est-ce qu'on a comme atout pour favoriser les choses. Une deuxième, c'est une personne en situation de handicap physique. Alors, c'est une patiente hémiplégique qui a une toux. Et donc, il y a la question de comment je la déshabille parce que je dois pouvoir l'ausculter. Et aussi, comment je m'intéresse à ses capacités fonctionnelles et ce qu'elle peut faire et comment je la laisse participer. C'est-à-dire, je ne saute pas dessus pour la déshabiller. Dans son intégrité, dans un respect de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut faire, cette personne, je lui laisse faire aussi ce qu'elle sait faire en l'interrogeant. Et puis, alors, on a ajouté la gestion de situation d'agressivité. Pourquoi ? Je vous parle de cette simulation en premier parce que dans l'ordre chronologique, c'est ce qu'on fait en premier chez nos étudiants. Avant, cette simulation formative, on la faisait en 3e année de médecine, donc après le stage de sensibilisation au handicap. Et les étudiants nous ont dit, mais ça, on aurait dû l'avoir avant. Parce que ça leur donne déjà un peu de connaissances, un peu d'expérience avant de rentrer dans le feu de l'action. Et notamment la question de la gestion de l'agressivité, on va en reparler un petit peu. Donc, le stage de sensibilisation au handicap, le professeur Léon vous en a déjà pas mal parlé. Ça commence par une journée de préparation. On les voit, alors habituellement, il y a le vendredi la journée de préparation. Ensuite, les 5 jours, c'est une semaine, 5 jours de stage dans un service médico-social. Et puis ensuite, le lundi d'après, les journées de restitution. Alors cette année, on va être embêté parce qu'il y a des organisations des écos nationaux, mais on essaye à peu près de se tenir à ce calendrier-là. Alors là, c'est le programme qu'on avait eu l'année dernière. En fait, le matin, on a un peu des temps de questions-réponses sur qu'est-ce que le handicap et aussi des présentations des différents organismes, la MDPH, l'ARS. On présente aussi le relais, l'équipe Handi Relais, qui est sur le CHU de Reims, qui permet d'accompagner les personnes en situation de handicap quand il y a des soins particuliers. Et puis un petit peu l'enseignement. Et l'après-midi, on demande à des personnes en situation de handicap ou à des aidants
de donner des témoignages sur leur situation de vie, sur leurs besoins et notamment leurs interactions avec le système de santé, notamment les médecins. Ensuite, donc, on a les 5 jours de stage dont vous avez pu entendre parler, qui est en général qui est soit chez les enfants, soit chez les adultes. Il y a des stages un petit peu mixtes. Et donc là, on a beaucoup de partenaires médico-sociaux qu'on remercie chaleureusement parce qu'ils nous aident énormément dans la mise en place de tout cela. Et puis une demi-journée de restitution où on pose, alors l'année dernière, on avait posé ces questions-là. J'avoue, ça change un peu en fonction de nos envies et du moment, mais on essaye de savoir qu'est-ce qui les a marqués et qu'est-ce que ça leur a apporté. Alors, on a des petites évaluations sur ce stage. Quand on leur demande l'intérêt de la formation théorique de la journée de préparation, bon, plutôt c'est positif, même si c'est peut-être un peu long, en fait, une journée entière, c'est obligatoire, ils sont tous dans l'amphi, ils ont chaud. L'intérêt des exposés initiaux un peu théoriques, oui, plutôt ça leur plaît, mais ce n'est pas ce qui remporte le plus de votes. Par contre, vous voyez que les témoignages, ça les accroche. Les vraies expériences de vie, être dans la vie des gens, c'est vraiment quelque chose qui leur parle énormément et qui les aide peut-être à avoir plus de sensibilité. On est dans l'expérience, finalement. Si on regarde ensuite par rapport au stage, oui, l'intérêt des échanges avec les personnes en situation de handicap, c'est vraiment quelque chose qui leur semble essentiel. Les échanges avec les familles aussi. Alors, en fait, ce graphe, il paraît un peu particulier, mais c'est parce qu'il y a le sans-avis. Ce grand truc-là, c'est ceux qui n'ont pas donné d'avis, mais probablement parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'échanger avec les familles. C'est pas très simple, la relation avec les aidants. C'est un vrai sujet d'apprentissage. En tout cas, de mon point de vue, un apprentissage que j'ai fait un peu sur le tas et je vois l'évolution dans ma pratique. Et puis l'intérêt des échanges avec les professionnels de santé, ça aussi, ça les intéresse. On retrouve le côté expérience et le côté aussi être avec des gens experts qui peuvent nous montrer que oui, c'est quelque chose qu'on peut faire, la prise en charge des personnes en situation de handicap, avec des connaissances spécifiques. Alors, est-ce que vous avez l'impression, quand on leur pose cette question, d'avoir été sensibilisés à l'accompagnement des personnes ? Oui, ils ont été sensibilisés. Est-ce que sensibiliser, c'est suffisant ? Non. Mais c'est déjà pas mal. Est-ce que le stage a répondu aux attentes ? Oui, ils sont contents de ça. Par contre, je m'interroge sur quelles sont vraiment leurs attentes à la base. Et ça, c'est un autre sujet à creuser. Donc, les axes d'amélioration, c'est dans, vous voyez, les questions qu'on a posées. La gestion de la pudeur. Ils se posent beaucoup de questions, nos étudiants, quand ils arrivent, par exemple, dans une masse où ils participent un peu aux soins de toilette, d'habillage, ou parce qu'il y a quelqu'un qui les agrippe et qu'il faut l'accompagner aux toilettes. Finalement, est-ce que ces personnes-là, comment je gère cette pudeur-là ? Alors, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise, il y en a qui ont déjà fait un peu des expériences d'aide-soignant, mais finalement pas tant que ça. Et avec une personne en situation de handicap, il y a toujours un petit peu une vision un peu du handicap. C'est pareil quand on parle de la sexualité des personnes handicapées. Il y a une espèce de truc où on ne se sent pas très sain de toucher une personne handicapée. Peut-être que c'est pas bien de le faire. Il y a quelque chose comme ça qui n'est pas très clair dans l'inconscient. Et probablement, face à ça, il faut qu'on le travaille. La gestion de l'agressivité et la peur, ça c'est un vrai point. Ils sont confrontés à énormément d'agressivité, nos étudiants, de violence, que ce soit à leur physique, parce qu'ils peuvent voir des grandes crises agressives de certains patients dans des situations cognitives et psychiques assez graves, mais aussi la peur, la violence, de voir notamment en pédiatrie certaines situations sociales terribles. Il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent en situation de handicap, non pas parce qu'ils ont eu une problématique médicale ou génétique, mais parce qu'il y a eu un milieu social qui n'a pas permis à cet enfant d'évoluer et de se développer, et il se retrouve en IME, et ça c'est extrêmement violent. Des étudiants qui expliquent que toute la semaine il s'occupe d'un enfant, il a à manger, puis quand il revient le lundi, il n'a pas mangé du week-end. Et ça, c'est terrible pour un étudiant et un jeune. Alors en même temps, c'est important parce que c'est la réalité. On peut être dans des milieux protégés. En même temps, en tant que soignant, il faut qu'on sache quelle est la réalité de nos patients. Mais il faut aussi qu'on les prépare peut-être un peu mieux à ça. L'adaptation du comportement aussi, ne pas être infantilisant avec les personnes en situation de handicap. Ça, c'était quelque chose qui remontait de nos étudiants, en tout cas sur les retours de l'année dernière. Comment on les aide à ça, à avoir un comportement naturel. Et alors moi, souvent, je me sens un peu dépourvue quand je dois faire des enseignements par rapport à ça, parce que j'ai pas trop de difficultés avec ça. Mais c'est mon métier, en fait. Je l'ai choisi. Et du coup, à la base, je suis pas la bonne personne pour enseigner probablement.
Et bon, vous, moi ou tutoiement, on est un petit peu dans cette même ordre d'idée. Voilà, c'est des points un petit peu qui ressortaient. Il y en avait plein d'autres, mais c'était pour vous donner un petit retour sur ça. Voilà, en tout cas, des points. Ça, c'est le retour fait par les personnes des services médico-sociaux sur ce stage de sensibilisation au handicap. Et vous voyez que c'est quand même très positif. Il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs, avec cette joie de rencontrer nos étudiants en médecine et cette idée de pouvoir participer à l'amélioration de la qualité des soins pour nos patients. Alors, en deuxième cycle des études médicales, il y a eu la création d'une unité d'enseignement optionnelle. Donc là, ça ne touche pas tout le monde. Il n'y a que 30 étudiants par an, et c'est de fait ceux qui sont en 5e année de médecine. Donc 30 sur une promo de 200 ou 250. Ce n'est pas beaucoup. Là, on va aller beaucoup plus dans les connaissances. Connaissances en termes de prise en charge des personnes en situation de handicap. Cet enseignement optionnel, il existe depuis 4 ans maintenant. Moi, j'avais hérité d'un programme qui était beaucoup orienté sur les connaissances du médico-social, un peu philosophie, un peu éthique, et quelques connaissances médicales. Et je vois bien que les étudiants, ce qu'ils veulent, c'est de la connaissance médicale. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité de prise en charge des personnes en situation de handicap quand je suis médecin? Mais en fait, en 5e année, c'est leur préoccupation. Qu'est-ce que je dois savoir en tant que médecin? Et donc, on évolue un petit peu plus vers ça dans cet enseignement-là. Donc ça, c'est un peu les grands thèmes qu'on peut aborder, la sociologie du handicap, les grandes causes de handicap, les spécificités de prise en charge médicale, voilà, qui prennent un peu plus de place, mais c'est leur souhait. Et probablement, il faudrait qu'on crée 2 enseignements, un qui est plus la valence philosophie, éthique, médico-sociale, et un qui est plus la valence purement médicale et spécificité de prise en charge. Voilà, notamment, c'est quoi le parasport, et leur montrer que c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on fait pas de sport. Alors maintenant, on l'a plus en tête. Merci les JO, et merci les JO en France. Voilà, ça les a éveillés. Et moi, quand je leur dis, quand j'ai regardé la flamme olympique, à un moment, j'ai vu une tête de qui prenait la flamme olympique, et c'était un de mes patients amputés que j'avais appareillé. Ils disent, c'est super, on peut faire des trucs bien avec les personnes handicapées. Oui, c'est assez sexy en fait. C'est assez sexy. Et la sexualité, c'est important d'en parler. Mais en fait, je me rends compte que les médecins, en dehors de cet enseignement optionnel, n'entendent pas parler de la sexualité des personnes en situation de handicap. Ça, c'est un truc très fréquent en service de médecine physique et de réadaptation des jeunes internes ou des jeunes étudiants. On a des patients qui restent longtemps dans le service, et puis on a de temps en temps des histoires qui se passent avec une sexualité qui peut se vivre dans le service. Et regarde-moi, mon Dieu, monsieur machin et madame truc, on a entendu des bruits. Mais très bien, fermez la porte, laissez-les tranquilles, ils ont le droit à ça. Ils ont le droit à ça, mais c'est un sujet qui n'est pas toujours simple pour eux. Et puis, dans les travaux pratiques, on fait quand même... Alors, initialement, les travaux pratiques dans cette Medlib, c'était des témoignages de personnes en situation de handicap. Et ce n'était pas très simple. Les étudiants, en petits groupes, ils ne posaient pas trop de questions. Voilà, ça ne tournait pas trop. Et on a remplacé un petit peu au fur et à mesure. Donc maintenant, on fait un parcours fauteuil en ville. Ce qui leur permet de se rendre compte que passer un trottoir, c'est pas facile, qu'un dévers sur un trottoir, c'est une vraie galère. Je suis pas allée sur les pavés, c'était pas sur mon chemin, mais ce sera à faire. Et ils sont assez preneurs. Comment je fais pour m'habiller quand je suis hémiplégique et comment je fais pour lasser mes chaussures? On leur apprend à faire ça. Et puis aussi, comment je peux faire ma vie d'insuffisant respiratoire, parce que le handicap invisible, on l'oublie beaucoup, mais l'insuffisant respiratoire, il est extrêmement gênant dans sa vie quotidienne. Alors concrètement, on les fait respirer dans une paille en pinçant le nez. Et là, vous devenez BPCO en 1 seconde, ce qui est assez dur à gérer. Donc, ils désaturent, voilà, c'est bien. Pas longtemps, on les laisse respirer ensuite. Et puis, on fait des simulations, un peu dans le même ordre d'idées. Là, en fait, sur la personne dyscommunicante et sur l'aidant. Là, on approche un petit peu comment j'accompagne aussi l'aidant, parce que accompagner et aider nos personnes en situation de handicap, c'est aussi accompagner les aidants qui, à mon sens, doivent être pris en compte comme des patients à part entière. Et un peu de témoignage aussi. Voilà. Sur la simulation... Oui, pardon, j'ai passé. On fait également de la simulation formative en DEFASME 3, donc c'est la 6e année de médecine. C'est toute la promotion cette fois-ci, c'est des groupes de 8 à 10 étudiants. Et en fait, on fait de la simulation sur comment on annonce une situation de handicap. Pour essayer d'améliorer, je pense que vous avez déjà tous entendu ces parents qui vous disent, voilà, il avait 3 jours de vie et on m'a dit, vous y attachez pas, il va mourir bientôt et il est encore là 10 ans après. Voilà. Bon.
c'est très difficile de juger de ça. Moi, je gagne en humilité avec l'expérience parce qu'il y a une vraie différence entre ce qui a été dit à la personne et le vécu de ce traumatisme qui peut être remis en mots différemment. Pour autant, leur donner les clés, c'est important. Voilà, savoir évaluer les connaissances des patients. Bon, voilà, c'est un petit peu les points qu'on leur donne et les vigilances sur l'annonce. Et puis, on fait aussi de la simulation donc évaluative. Évaluative, ça veut dire qu'on va regarder quel est le savoir-être et le savoir-faire de notre étudiant à travers de la simulation. Ça, c'est ce qu'on appelle les ECOS. Donc, c'est les examens, j'arrive jamais à le retrouver, standardisés. Il y a clinique, merci. Objectif structuré, merci beaucoup. Donc, centré sur le handicap. Alors ça, on les fait beaucoup en service de médecine physique et réadaptation. Et après, c'est au hasard de ce qui tombe à la faculté. Donc, dans toutes les disciplines, c'est comme s'il y avait un écos MPR, en fait, et un écos cardiologie. Donc, c'est pas toute la promo, mais on peut les évaluer sur ces compétences-là. Et donc, on a une grille pour voir est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, il y a une simulation qui est très courte, qui dure 7-8 minutes. Et puis, on voit ce qu'ils arrivent à faire. Donc ça, le fait de le mettre en écos et donc en évaluation, ça leur met un petit peu de motivation sur le fait, bah oui, c'est peut-être important. Ça peut être une voie de motivation. En réalité, nos étudiants, c'est pas qu'ils sont pas motivés par ça, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Tout est un sujet de temps. Il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement d'obligations. Il y a une anxiété par rapport à la performance qu'ils doivent avoir en tant que médecin ils peuvent en oublier certains points importants, peut-être éthiques ou en tout cas de savoir-être. Donc sur le avoir plus d'expérience, on leur propose aussi de faire du bénévolat dans les structures médico-sociales. En médecine, en fin de 6e année, vous devez maintenant avoir acquis 60 points de parcours. Ces points de parcours, c'est des points qui vous permettent d'être mieux classés à l'examen national classant dématérialisé, l'EDN, ce qu'on appelait avant l'internat, qui fait que vous allez pouvoir choisir la spécialité et la ville que vous souhaitez. Donc ces points de parcours, vous pouvez les obtenir de plusieurs manières. Et le fait de faire du bénévolat dans les structures médico-sociales, c'est valorisé par des points de parcours. Donc on stimule les étudiants pour ça, pour créer de l'expérience. Ça, c'est une voie d'entrée. Et puis après, il y a les stages en médecine physique et de réadaptation, mais on est desservi parce qu'on est à Sébastopol. Et en fait, les étudiants, ils ont construit toute leur vie autour de la fac. Et aller à Sébastopol, c'est dur. Bon, ils sont contents quand ils y sont, mais c'est un vrai frein. Et on ne reviendra pas sur le site central, sur les beaux nouveaux hôpitaux. Quel dommage. Voilà, après, sur le 3e cycle des études médicales, vous voyez, en fait, je pense que nos étudiants en médecine, quand ils arrivent en 1er cycle, ils sont tout frais, tout neufs, tout beaux, pleins d'espérance, mais on leur colle pas mal d'obligations. En 2e cycle des études médicales, ils sont happés par l'obligation de réussir, enfin, le besoin d'avoir un classement efficace à ce concours de fin de 6e année pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et ça prend tout leur temps et toute leur énergie. Donc, ils ont le temps d'oublier un peu leur humanité avec ce qu'on leur colle. Surtout qu'ils apprennent à répondre à des QCM. Sauf que le patient, il n'a pas le ABCD sur sa tête. Et puis ensuite, ils arrivent à l'internat où là, ils ont la pression de je dois faire ma thèse, je dois faire mon mémoire de DES, je dois faire des gardes, je dois gérer plein de choses. Puis peut-être je commence à avoir envie de me marier, d'avoir des enfants, d'acheter quelque chose. À quel moment on leur laisse le temps de retrouver leur humanité, je ne sais pas. Donc en 3e cycle, finalement, les internes de MPR, ça reste facile, ils sont au cœur du handicap. Encore qu'on a beaucoup d'internes de MPR qui arrivent pour faire de la médecine du sport. Je ne suis pas sûre que le sportif soit une personne en situation de handicap. Mais pourquoi pas, on a tous nos handicaps. Moi, sur un terrain de sport, je suis en situation de handicap, c'est sûr, mais ce n'est pas pareil. Et puis, il y a les internes d'autres spécialités. Pour eux, il ne se passe pas grand-chose. On a des internes de neurologie, de rhumato, de médecine générale, de médecine du travail qui passent chez nous. Mais en dehors de ça, on ne voit pas trop les autres. Et il n'y a pas d'enseignement spécifique. En tout cas, s'il y en a, moi, je ne suis pas dans la boucle. Je pense qu'il y a une préoccupation, mais ce n'est pas structuré. Donc voilà, ce qui est déjà en place, c'est pour l'acquisition d'expérience, tâches de sensibilisation et simulation pour tout le monde. Peut-être stage de MPR et bénévolat pour certains. L'acquisition de connaissances, il n'y a que l'enseignement optionnel, donc probablement des choses à faire et à rendre obligatoires. Et je pense qu'ils en seraient contents. Et ce qu'il faut améliorer,
Favoriser plus de récurrence sur l'expérience. Les étudiants qui sortent du stage de sensibilisation, ils disent que finalement, ce serait peut-être bien d'avoir un peu ça, peut-être pas tous les ans, parce que c'est une grosse organisation, mais de façon un peu régulière. Comment on fait pour mettre ça en place ? Moi, je pense aussi qu'il faut pouvoir créer des relations personnelles avec des personnes en situation de handicap. C'est ça qui leur plaît. Ils racontent quand ils ont fait un jeu de cartes, un jeu de société avec les personnes avec qui ils étaient. C'est une expérience géniale de se rendre compte, on joue et on rigole de la même manière. Et donc, pourquoi pas se soigner de la même manière ? Et puis, la simulation, est-ce que c'est un bon outil ? Je ne sais pas. Je me pose encore la question sur ça. Il y a des recherches à faire, en tout cas. Et puis sur l'enseignement, sur l'acquisition des compétences, alors des connaissances médicales, il y a un vrai sujet. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors c'est top parce qu'avec Coactis et BD Santé, il y a vraiment des accès faciles à des choses très pratiques. Donc ça, rien que ça, en fait, mais le problème c'est que les médecins ne savent pas que ça existe. Et rien que pouvoir leur dire, mais il y a ça, allez le regarder, ce serait déjà énorme, je pense. Comment on le fait, comment on fait pour tout le monde entendre le message. C'est probablement pas compliqué, mais en tout cas, c'est à faire. Voilà, comment on fait pour améliorer le format et est-ce qu'on rend obligatoire ? Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Vous avez déjà pris des questions ? Non. Des gens ont des questions à poser au docteur Rabin ? Oui, je vous amène le micro. Bonjour, merci de cette intervention super. J'ai une question par rapport justement aux simulations, parce que c'est quelque chose qu'on faisait, que j'ai fait, que je ne fais plus, en partie parce qu'il y a une grosse discussion sur l'association encore internationale en fait, des SPASP sur ce type de formation. Et le retour des associations des patients, des personnes en situation de handicap, alors c'était tout l'Europe, donc il y a un aspect culturel, mais était qu'en fait, ils ne souhaitaient pas qu'on enseigne comme ça, que c'était faire semblant, ça leur enlevait quelque part de la dignité. Enfin, il y a eu toute une discussion autour de ça avec les personnes. Alors ça se fait encore dans certains pays, mais c'est vrai que moi, j'ai arrêté du coup. Et je voulais savoir votre avis là-dessus, parce que c'est toujours délicat. Alors, c'est un super outil d'apprentissage. Je pense que c'est réel l'apport. Et en même temps, je comprends cette réticence de la part des personnes concernées en disant c'est rigolo, mais enfin, c'est rigolo 2 minutes, quoi. Je ne sais pas si vous avez un retour là-dessus. Merci beaucoup pour votre question et pour ce retour d'expérience aussi. Nous, les simulations qu'on fait... Alors, mon expérience en simulation, elle est autour du handicap pour les étudiants qui ne sont pas sensibilisés au handicap, en tout cas qui sont en études médicales générales. Et puis pour les étudiants en MPR, le côté très positif de la simulation, c'est que ça nous donne la possibilité de débriefer de situations qu'on devrait débriefer dans la vie courante. Normalement, un apprenant en santé, il doit vivre une situation clinique et avoir un temps de débriefing avec son senior derrière pour analyser tous les points. La problématique, elle est qu'on ne prend pas le temps de le faire et que du coup, on ne leur donne pas les cartes pour améliorer leur pratique. À titre d'exemple, la première simulation que j'ai fait avec mes internes de MPR, c'était comment j'annonce une situation de handicap. C'était un patient hémiplégique qui gardait un membre plégique, ce qui est hyper classique. Comment je l'annonce ? Et l'étudiant qui est passé était mon interne, donc il a fait exactement ce que je faisais. J'ai repéré qu'il faisait exactement ce que je faisais. Et moi, j'étais de l'autre côté de la vie, et je me suis dit, c'est épouvantable, c'est hyper violent. Donc ça, c'est un côté quand même très positif de pouvoir voir ce qu'on fait, parce qu'on filme et les étudiants peuvent revoir derrière ce qui se passe. Par contre, faire une simulation avec une personne, un acteur en situation de handicap, je ne l'ai pas encore fait. On a l'idée de le faire
en sachant que j'ai des candidats qui voudraient bien le faire. La problématique de ça, pour moi, hein, c'est la récurrence et la violence de ce que c'est pour eux. Et effectivement, j'ai tendance à penser, et probablement c'est pour ça, en fait j'ai des contacts et ça fait 2 ans que je traîne et j'arrive pas à y aller, parce que j'ai une retenue par rapport à ça. Donc je vous remercie pour votre retour d'expérience. J'ai pas le sentiment que c'est ça qui va les aider. À mon sens, la simulation, elle a quand même un intérêt pour mettre des mots et essayer de donner une structure dans certaines situations, peut-être permettre d'aborder des points qui peuvent être délicats. Comment je demande les directives anticipées d'une personne en état de conscience pour une personne en état de conscience minimale, c'est un vrai sujet par exemple. Mais par contre, la simulation avec une personne en situation de handicap, je crois qu'il ne faut pas simuler à ce moment-là, il faut être dans le vrai, être dans la relation avec la personne, et c'est du coup ça qu'il faut faire plutôt qu'une simulation. Je ne sais pas si je réponds à votre question, c'est ça. J'essaie de vous éviter un rhume. Est-ce que quelqu'un a une autre question posée au docteur Rapin? Alors ça c'est pareil, c'est un vrai sujet. Ça a été un peu aussi un sujet, c'est un sujet pour plein de choses dans l'humain, dans l'empathie par exemple, il y a quelques études sur ça. Quel est le bon moment pour parler et essayer d'améliorer l'empathie de nos étudiants. Donc là, ce point-là très particulier, c'est que ces simulations qui étaient faites en 3e année de médecine, c'est qu'on on se mettait en situation, on débriefait avec eux de comment on peut se comporter ou qu'est-ce qu'il y a comme point particulier avec une personne en situation de handicap. Pas grand-chose, hein, parce qu'on prend 1 heure avec eux, hein, c'est pas très long. Enfin, 3 heures, pardon, en tout, parce qu'il y a 3 scénarios. Et eux nous ont dit, mais on aurait dû avoir ça avant le stage de sensibilisation au handicap. Donc, on a inversé parce que, notamment, ils se sont retrouvés face à une personne notamment agressive. Et comment je gère ça? C'était ça, un des sujets. Donc, ils ont eu un vécu, ils se sont sentis démunis. Donc, on a fait l'enseignement après. Ils ont dit, mais attendez, moi, j'étais démunie. Et là, vous me dites maintenant, ce que j'aurais dû faire, c'est pas logique. Ils ont raison. Alors, ils ont raison. Et en même temps, parfois, d'être dans le feu de l'action et derrière de se dire, ah bah tiens, j'aurais pu faire ça, peut-être en termes d'apprentissage, c'est plus fort. Je sais pas. En tout cas, la réponse à votre question, on l'a pas. Et c'est une question que je me pose tout le temps. J'ai quand même tendance à penser que le moment vraiment... Alors, en tout début de médecine, c'est parfait. Enfin, là où on le fait, le stage de sensibilisation, moi, ça me semble parfait parce qu'ils sont encore disponibles pour ça. Ensuite, je pense qu'ils sont plus disponibles pour ça. Est-ce qu'on arrive à distiller quelque chose sans que ce soit une pression supplémentaire? Parce que le point du obligatoire de faire, on leur rajoute une pression alors qu'ils sont déjà... sous l'eau. Et est-ce qu'on les aide? Est-ce qu'on les dégoûte? Je ne sais pas. Et je pense que c'est vraiment au 3e cycle des études médicales. Donc, quand ils ont acquis une connaissance, qu'ils ont commencé à intégrer davantage quel est leur métier, où ils commencent à être de professionnels. Peut-être, alors nous maintenant en médecine, il y a les docteurs juniors, hein, c'est-à-dire qu'avant, 4 ans d'internat, c'était 4 ans d'internat. Maintenant, il y a 3 années vraiment d'internat, une année qu'on appelle de docteurs juniors. Ils sont aisés et ils sont un peu plus libres. Et ça, à mon avis, c'est le moment où on peut davantage les saisir pour réinjecter ça. Mais c'est hyper court. En fait, il faudrait peut-être augmenter les années d'études de médecine, je ne sais pas. Alors, et après, il y a la formation continue, hein. Mais on en parlait tout à l'heure avec une autre Amandine. L'éthique, c'est un point hyper important. Il y a des formations sur l'éthique, mais finalement, les étudiants en médecine, ce qui les inquiète, c'est la santé. Alors, je vais faire des DU de traumato du sport, je vais faire des DU de réanimation, je ne sais pas quoi. Mais l'éthique, finalement, ça arrive en fin de chaîne parce qu'il faut que j'ai les connaissances. Ils sont inquiets de leurs connaissances. Donc, comment on leur laisse du temps pour autre chose? En fait, c'est une vraie question, mais la méthodologie pour évaluer ça, elle est extrêmement compliquée et pour le moment, on ne l'a pas. L'année dernière, non, il y a 2 ans, je leur avais fait passer aux étudiants avant le stage un questionnaire sur justement l'attitude face aux personnes en situation de handicap. Avant-après, sur le questionnaire, ça n'avait pas bougé. Ce qui surprend, vu tout ce qu'ils nous disent. Donc en fait, la problématique, c'est la capacité du questionnaire à saisir ce qu'on veut rechercher. On avait voulu le faire avec, à l'époque, le professeur Pham en lançant le questionnaire chez les étudiants à distance. Mais nos étudiants n'avaient pas répondu. Ils étaient dans leur préparation de l'internat, ils avaient autre chose à faire. Donc c'est un vrai sujet de recherche. J'ai pas la réponse aujourd'hui, mais ça fait partie des projets et j'aimerais bien avoir une réponse un jour. Il faut trouver le bon questionnaire, sachant qu'il n'y a pas grand-chose de validé en langue française et surtout en culture française. Il y a des choses validées en canadien, mais les Canadiens et les Françaises qui réfléchissent pareil, je ne sais pas. Et du coup, c'est difficile de mener cette étude-là avec plein de biais à prendre en compte. C'est dans les projets.
En fait, la base irréductible, entre guillemets, c'est simplement l'enseignement des items de MPR où il se passe pas grand-chose pour moi, mais vous voulez peut-être corriger quelque chose sur ça? Non? Ah, pardon. C'est juste apporter un complément en Oui. disant que l'expérience qui a été menée à Reims est aujourd'hui... Faites ailleurs. Oui, oui, tout à fait. C'est fait ailleurs maintenant. Mais c'est pas de l'obligatoire. Oui, tout à fait. Mais en fait, ça reste... le fond obligatoire, c'est les textes de loi, de décrets de compétences, comme pour comme tout métier, hein, le métier de santé en tout cas. Et dans ça, il n'y a que les items, il n'y a pas grand-chose, vraiment. Donc moi, et ça c'est un de nos sujets hein, avec le COFEMER, donc le Collège des enseignants en médecine physique et de réadaptation, de comment on peut influencer et peut-être essayer de modifier ce qui est obligatoire dans les connaissances des étudiants en médecine pour que ce soit un petit peu plus inscrit chez eux. Ouais. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à se poser la question de est-ce qu'un enseignement spécifique est pertinent ou est-ce que l'intégration et l'inclusion de la prise en soin de personnes comme tout à chacun, c'est-à-dire que dans la population, vous disiez qu'il y a à peu près 15% de personnes en situation de handicap, et que du coup, dans l'enseignement classique, obligatoire, 15% soit concerne cette population dite particulière. C'est effectivement ce qui semble le plus pertinent, mais je ne suis pas convaincue que ce soit fait en pratique et c'est surtout que c'est un peu à la discrétion de chaque enseignant et de sa sensibilité. Celui qui est cardiologue, s'il a cette sensibilité... Par exemple, le professeur Caron, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que vous verrez peut-être demain. Non, je ne l'ai pas vu. Lui, il est enseignant, enfin, il était enseignant en endocrinologie, bien évidemment. Je pense qu'il insufflait ça dans ses cours. Je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde. Alors, effectivement, ça peut être un sujet, comment on fait pour que ce soit distillé partout. C'est un peu ce que je vous disais aussi sur moi, je crois vraiment que le 3e cycle d'études médicales, c'est le moment à saisir. Et je pense que dans chaque spécialité, il y a une part enseignée sur ça, mais ça dépend un peu quand même de la sensibilité de chacun. Donc il faudrait le systématiser ou en tout cas faire quelque chose pour que ce soit bien fait, oui. Est-ce que vous insinueriez qu'il faudrait d'abord former les compétences? C'est évident, à mon sens, que les enseignants doivent pouvoir être assez complets mais ça, c'est difficile. Hein. On arrive sur des personnalités. Pas facile, les professeurs. Je sais. Est-ce que c'est bon pour les questions? On vous remercie beaucoup, Dr Rapin.